Bienvenue dans Terre et Vigne, je suis Laetitia, issue d'une famille de vignerons. Je suis passionnée par le vin et chaque semaine, je vais vous emmener à la rencontre d'hommes, de femmes, de familles, mais aussi à la découverte de domaines, de patrimoine viticole et de lieux que vous ne connaissez peut-être pas. Aujourd'hui, nous sommes en Champagne, à Ailly, et je vous propose de découvrir avec moi la Maison Collet, qui est la plus ancienne coopérative de Champagne. J'ai rendez-vous avec son directeur, Olivier Chariot. Eh bien, nous sommes à Ailly, Champagne, à côté d'Épernay. Et nous sommes donc à la COGEVI, la coopérative générale des vignerons de la Champagne délimitée, qui est née en 1921. Et cette Maison Collet, elle est quand même très particulière, puisque c'est une coopérative. Donc expliquez-nous un peu ses particularités, justement, comment ça fonctionne, comment ça marche. C'est la plus ancienne coopérative de Champagne. Elle est née en 1921, 10 ans après la révolte de vignerons qui souffraient considérablement à la fois du phylloxéra, je dirais aussi de temps difficiles, des récoltes compliquées. Le format coopératif, c'est que le livreur de raisin, le vigneron, a des parts sociales dans la maison. Il est en quelque sorte un peu l'actionnaire de la maison, donc il a envie que cette maison prospère et se développe. Et je dirais que pour lui, c'est un moyen de mettre en commun des outils de production, des outils d'élaboration, mais aussi des outils de commercialisation. Et donc tout ce travail doit porter ses fruits au fur et à mesure. Et pour lui, c'est la prolongation de son exploitation. Combien de vignerons, justement, au sein de cette coopérative? Alors nous avons un approvisionnement dans tous les terroirs de la Champagne, à peu près 146 villages, sur près de 800 hectares, ce qui correspond à peu près à 800 vignerons. Et si on veut en savoir plus, un peu justement sur l'histoire à la fois des révoltes et puis de la Maison Collet, vous avez créé un lieu, magnifique lieu, la Cité du Champagne. Nous avons le musée des métiers du Champagne qui donne une vue aussi spectaculaire sur une parcelle que nous avons, que possède la coopérative à Ailly, avec une collection d'outils que mes prédécesseurs ont accumulés au fil des années et que nous mettons en scène véritablement à travers ce musée et pour faire découvrir l'élaboration depuis la vigne jusqu'à l'expédition des bouteilles. Et puis ici, ce lieu, cette Villa Collet, cette maison des années 20, qui est pas vraiment un musée, qui est plutôt un lieu de réception, un lieu de vie. Et voilà. Ça tombe bien, Terre et Vigne vous emmène visiter la Cité du Champagne. Et puis après, on retrouvera Sébastien, votre chef de cave. Merci Olivier. Bonne visite Laetitia. Champagne Collet, ce n'est donc pas seulement du champagne. En plus de sa villa d'exception, de ses vignes ou encore de ses caves, c'est aussi un musée des métiers du vin, un lieu exceptionnel que nous avons visité pour vous. C'est un site œnotouristique unique en Champagne, puisque vous ne trouverez ça nulle part ailleurs, de passer directement des caves aux coteaux de Champagne qui viennent justement d'être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a 1 an seulement. Et ici, on a une vue exceptionnelle sur les coteaux d'Ailly, vraiment devant une mer de vignes qui s'étend à l'horizon sur tout le vignoble d'Ailly. D'abord, il y a l'architecture des lieux, le poids de l'histoire de ces lieux, puisque ce sont des lieux qui ont connu la Révolution champenoise de 1911. Les outils présentés ici ont été collectionnés par des vignerons de la coopérative, de la COGEVI. L'outil le plus remarquable exposé ici, c'est le fousseux. Il se trouve que au moment de la Révolution champenoise, pour se défendre, les vignerons sont allés chez le forgeron faire redresser leur fousseux. Donc c'était une pioche courbée, ils l'ont fait redresser et s'en sont servis pour attaquer les cavaliers qui étaient venus remettre l'ordre dans la ville. Voilà une de nos pièces les plus anciennes et les plus originales, une machine à secouer les bouteilles. C'est l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui les gyropalettes, ou alors encore le remuage sur les pupitres, comme on a l'habitude de le voir, avec un remueur qui tourne les bouteilles à la main. Donc on remue la bouteille avec cette manivelle et avec l'autre, on tape légèrement sur la bouteille pour décrocher
le dépôt, les levures de la fermentation qui ont été accumulées à l'intérieur de la bouteille. Et puis l'originalité de cette cité du Champagne Colley-Cogévy, ce sont ces 2 tracteurs enjambeurs qui sont accrochés au mur et qui offrent une vision totalement inédite de la vigne, avec cette impression d'être au-dessus de la vigne, comme une vue aérienne, et de voir tout le travail avec ces tracteurs sous un nouvel angle. Je vous présente Sébastien, qui est le chef de cave. On était justement en train de discuter de son métier. Chef de cave, racontez-moi un peu en quoi ça consiste. Qu'est-ce que vous faites au sein de la Maison Colley? Le chef de cave, c'est le garant du style, c'est le garant des cuvées, de la vinification au sein de la maison. C'est-à-dire qu'on surveille, qu'on contrôle toute la vinification. Et ensuite, à l'issue de la vinification, on travaille sur nos cuvées, c'est-à-dire nos assemblages, le fait de mélanger, d'assembler des vins, et de pouvoir reproduire un style avec des cuvées bien spécifiques. Et alors justement, ce style, si vous deviez le définir, ça ressemble à quoi? Si on allait goûter là, les cuvées, qu'est-ce qui les définit? Le style de la Maison Colley, on est sur l'élégance, la finesse, avec des vins très matures, c'est-à-dire des vins qui prennent le temps de vieillir en cave. Les premiers vins sortent au minimum à 3 ans, et on peut aller jusqu'à plus de 10 ans pour les millésimes. Et les cépages, j'imagine que vous utilisez les 3 cépages les plus utilisés en Champagne, Pinot Noir, Pinot Meunier et Chardonnay, mais dans quelle proportion? Alors, on utilise les cépages en fonction des approvisionnements que l'on a. Oui. Donc, il se trouve que chez Champagne Colley, l'approvisionnement sur ces 3 cépages est assez différent. On a à peu près 50% de Meunier, 30% de Chardonnay et 20% de Pinot Noir. Donc en fonction de ces 3 qualités de cépages, on va pouvoir réaliser nos assemblages. Et expliquez-nous un peu, il y a des champagnes millésimés et puis il y a les bruts sans année. La différence, c'est quoi? Alors le millésime, en fait, c'est l'année de vendange. Donc c'est 100% de l'année de vendange. Donc quand on parle par exemple d'un millésime 2015, eh bien vous allez avoir 100% de la vendange 2015. Quand on parle de brut sans année, on va incorporer en fait dans l'assemblage un certain pourcentage d'années de réserve. Donc c'est-à-dire on va mettre des différentes années, selon les assemblages, ça peut être 10, 20, 30, 40%, de différentes années qui va s'ajouter donc à l'année de vendange. Et donc on ne peut pas mettre l'année millésime, c'est ce qu'on appelle des bruts sans année. Et l'année 2015, elle est comment? Millésimée, pas millésimée? L'année 2015 est une excellente année. Pour certains même, on annonce l'année du siècle. Alors c'est difficile de se prononcer aujourd'hui, mais je pense que c'est une excellente année, aussi bien sur la quantité que la qualité. Sébastien, je suis vraiment désolée, je suis un peu en retard, je dois vous laisser, je vais aller au marché à Haï chercher des produits du terroir que m'a commandé le chef étoilé Philippine pour me donner quelques astuces de chef étoilé. Ah bah voilà un vrai charcutier. Bonjour monsieur. Est-ce que vous auriez, je cherche du jambon des Ardennes. Ah bah super, est-ce que je peux le goûter? Voilà, vous êtes chargé là. Absolument. Bonjour Philippe. Bonjour Laetitia. Vous avez vu, je reviens du marché d'Haï. J'étais très bonne élève. J'ai trouvé tous les produits du terroir que vous m'avez demandé. Félicitations. Voilà. Alors,
le fameux jambon des Ardennes. C'était lourd quand même. J'ai un peu souffert sur le vélo, je dois vous avouer. Lentillons. Les vraies lentilles. Ah oui. C'est beau ça. Le vinaigre de Reims. Et les biscuits roses. Là, l'emblématique biscuit rose de la région. Alors Philippe, vous qui êtes un chef étoilé, des Crayères, très bel établissement de la région, relais et château, 2 étoiles au Michelin, vous allez me dire qu'est-ce que je peux faire avec ces magnifiques produits du terroir. Plein de choses. On va peut-être commencer par les lentillons. Alors lentillons, c'est vrai que c'est pas obligatoirement, on se dit que c'est pas un produit noble, on a une mauvaise image des fois de la lentille. Et puis là, on a un lentillon qui est un peu de la Champagne, donc côté un peu crayeux de la terre, qui apporte un parfum un peu spécial. On sent le terroir, c'est ce que On vous sent êtes le en train de me dire. exactement. Comme dans les vins, justement, comme dans les champagnes, on a ce côté. Voilà, et c'est important d'avoir ce terroir aussi dans l'assiette. Et quelle différence avec des lentilles, on va dire, traditionnelles? J'ai cru comprendre que c'était plus fin. Moi, je vous avoue, j'ai encore jamais goûté. Mais qu'est-ce qui le différencie? C'est plus fin, plus... C'est plus fin, on va plus s'orienter. Moi, je vais l'accompagner par exemple avec des crustacés. Donc on va être plus sur le côté carapace, un peu plus viande blanche. Les autres lentilles, on peut les accompagner avec de la viande rouge, des solilès, des choses comme ça. Là, on est plus sur du veau, du crustacé. Du coup, ça devient un produit noble. Oui. Le fameux jambon des Ardennes. Racontez-moi un peu son histoire et... Ça, c'est M. Villemain, à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Je ne résiste pas, pardon, avant même que vous m'en parliez, je goûte. Oui. Je goûte. Et du coup, voilà, qui a remis un peu, qui s'est battu pour avoir l'IGP. Indication géographique protégée. Exactement. Et il s'est battu pour ça. Il a remis un peu en valeur ce produit qui est très, qui est typique. Hein. On n'est pas sur un jambon ibérique ou quoi que ce soit. Non, on est vraiment sur un jambon typiquement des Ardennes, avec des cochons des Ardennes. Donc voilà, on a un caractère, il est salé juste comme il faut. Et moi, je le sers à l'apéritif, simplement. Je le trouve presque un peu épicé, il a un petit goût... Exactement, ouais, un peu poivré. Ouais, un peu poivré, exactement. Et du coup, à l'apéritif, ça se marche très bien avec du champagne, justement, pour pouvoir faire cet accord quand on déguste. Et puis, après l'apéritif, nous, on le fait aussi avec une crémeux de parmesan. Donc, on va faire du parmesan, comme une chantilly un peu dans l'esprit. Puis, on va rajouter ces petits copeaux beaucoup plus fins par-dessus pour amener un peu de caractère. Un peu de caractère. Voilà. Et une pointe de citron vert, une râpée de citron vert dessus. Pac. Troisième produit, très particulier aussi, le vinaigre de Reims. Exactement, le vinaigre de Reims. Alors ça, c'est depuis le XVIIIe siècle, hein, cette maison a été créée. Et en plus, bien choisi, parce que c'est les 6 ans d'âge, vieilli en fût. Donc il ramène, donc il y a l'acidité du vinaigre qui est là, mais il y a une rondeur aussi du fût qui ramène un peu sur ce produit et qui est vraiment très intéressante, très intéressante. Moi j'aime beaucoup. C'est fait à partir de quoi initialement? J'ai lu, mais je ne sais pas si c'est exact, que c'était les mares de dégorgement, c'est-à-dire quand on dégorge le champagne et qu'on récupérait le marc pour faire du vinaigre. Exactement, c'est exactement ça, le marc de champagne, qui est à la base de ça, pour exactement faire un vinaigre qui est vraiment très typique de la région. Donc ça, vous cuisinez avec aussi? Ouais, alors moi j'aime bien avoir un peu d'acidité dans ma cuisine, oui. Ça réveille le palais, ça fait pétiller un peu tout ça. Et donc du coup, il y a le citron, oui. Mais aussi le vinaigre. Et puis là, le vinaigre, mais il a un caractère, comme je dis, il a 6 ans d'âge. C'est vrai que rien qu'à l'odeur, il arrondit un peu. Les téléspectateurs ne peuvent pas le sentir, mais on sent l'acidité du vinaigre, mais on sent qu'il n'y a pas, c'est pas un vinaigre banal, si on peut dire. Exactement. C'est un petit côté champagne. C'est important d'avoir un peu d'acidité dans les plats, comme un peu d'amertume, un peu de sucré, du croquant, un peu de salé. Des petites ponctuations, des petites il faut faire vivre un peu le palais, quoi. Absolument. Mais il ne nous reste plus que le dessert. Et alors là, on a les fameux biscuits roses de Reims, qui sont peut-être le produit le plus connu de tout ce qu'on a sur la table aujourd'hui. Là aussi, c'est un produit historique. Historique. Parlez-nous un peu justement de l'histoire. 260 ans cette année. 260 ans, de génération en génération, la famille Fougereau. Et voilà, c'est un biscuit, mais à l'époque, ça s'appelait biscuit. Donc, c'était cuit deux fois en fait. Et c'est pour ça qu'on a un côté vraiment très croquant. Et très typique. Donc, à la base, il n'était pas rose. Il est devenu rose par rapport au fur et à mesure de l'évolution. Et puis, bien sûr, en dessert, nous, on va l'accompagner par exemple avec un cheesecake. Un cheesecake, là, on est sur les fruits rouges, on arrive, on va l'écraser, le mélanger un peu avec ces fruits rouges, ça va vraiment ramener ce croquant. Mais on peut aussi l'utiliser en salé. En salé, c'est plus inattendu, ça, pour le coup. Alors moi, je connais assez bien, je suis une fan des biscuits roses de Reims, donc je les trempe parfois dans le thé ou dans le café. À la base, c'était ça, on trempait le biscuit dans le champagne.
C'était ce que tout le monde faisait à l'époque dans la coupe. C'est vrai que c'est festif. Mais donc vous le travaillez en produits salés, sucré-salé. Ouais, sucré-salé, avec un foie gras. Ça se marie bien. Pour casser un peu ce côté gras du foie gras, on va y rajouter, toujours pareil, la petite acidité. Oui. Et puis, des petits fragments de biscuits pour amener un peu de croquant dessus et le côté sucré. Comme un crumble, alors vous l'émiettez. Exactement. Et puis, c'est joli au visuel. Vous m'autorisez à goûter? Allez, je regarde pas. Petite touche sucrée, c'est vrai qu'il y a une texture vraiment très particulière. Exactement. Biscuit. Cuit 2 fois. Exactement. Retiens bien la leçon. Absolument. Je suis avec Aurélie, on est dans les vignes, au-dessus du village d'Aïb, sur lequel on a une magnifique vue. Aurélie qui est ethnographe, alors ça veut dire quoi d'ailleurs, ethnographe? Être ethnographe, c'est observer les pratiques, les savoir-faire, les représentations, la culture du monde vigneron champenois. D'ailleurs, vous avez des anecdotes à nous raconter. Une d'elles concerne Henri IV, Oui. puisqu'on le célèbre ici tous les 2 ans, il y a une fête qui lui est consacrée. Depuis une trentaine d'années, 3000 personnes sur Aï se réunissent pour fêter Henri IV avec costumes, chevaux, etc. Et c'est parce que Henri IV est passé sur Épernay, Mareuil et dans les coins alentours à une certaine époque pour récupérer Épernay qui avait été prise par les catholiques. Donc il vient faire le siège d'Épernay, il s'installe à Mareuil et l'on dit dans la légende qu'il avait une maîtresse sur Damery. Et il appréciait particulièrement le vin d'Aï qui à cette époque-là n'était pas un vin effervescent comme on connaît aujourd'hui, mais qui lui aurait donné de l'amour, de l'orgueil certainement, en tout cas beaucoup de vigueur pour vaincre et réussir à prendre Épernay aux catholiques. Autre anecdote, ça concerne la famille Bessinger, comme ça, on prononce comme ça? Bisinger, oui. Qui est une maison champenoise qui n'existe plus aujourd'hui. C'était une famille de négociants allemands qui étaient installés boulevard du Nord et rue Janson, et puis un petit peu plus bas. Et cette famille a subi des affres en 1911. Ils ont été attaqués comme des négociants frauduleux par les vignerons. Donc ils ont eu beaucoup de dégâts matériels et de vins qui les ont beaucoup affaiblis. Et ils avaient une succursale à Metz. Donc un des frères était allemand et le frère qui était installé ici était naturalisé français. Donc à la guerre, ils se sont retrouvés sur les 2 fronts opposés. Et puis forcément, c'était une guerre qui opposait français et allemand. Donc les maisons allemandes ici étaient très mises à mal et la maison ne s'en est pas relevée. La marque existe toujours cependant, oui, on peut la trouver oui. sur les tables, mais c'est plus une maison de champagne au sens traditionnel du terme. Non, c'est une marque. Une maison en revanche qui s'en est plutôt bien tirée, qui est très connue d'ailleurs ici en Champagne mais ailleurs également, c'est Oui. Bollinger. Bollinger, oui, Qui oui. pour le coup a été une maison chanceuse, si on peut dire, pendant les émeutes de 1911. Oui, c'est un peu noir et blanc là, c'est vrai. Bollinger, c'est une maison très appréciée sur Aï, aussi pour son caractère bénéfique. C'était une maison paternaliste qui a enrichi toutes les familles d'Aï, voilà, qui ont travaillé dans cette maison. Et en 1911, les gens me racontent, et la famille Bollinger également, que les émeutiers qui s'étaient déversés dans les rues d'Aï se sont arrêtés aux portes de la maison, ont baissé la casquette, sont passés tranquillement, saluant la maison et sont repartis casser juste à côté. En réalité, je pense qu'ils ont été arrêtés purement et simplement par les dragons qui se sont retrouvés en face. Voilà. Du coup, nous aussi, on s'arrête parce qu'on est en haut de la côte. Hein, c'est pas les dragons, mais l'effort est suffisant. Qu'est-ce que c'est qu'on aperçoit? Je vois plein de... C'est comme des cheminées. J'imagine que c'est pas le bon nom, mais... Ce sont des sorties de caves qu'on appelle des essors. Il faut imaginer sous nos pieds que nous avons des caves et des millions de bouteilles. Des millions de bonnes bouteilles sous nos pieds. Voilà. Et les essors étaient à la fois des puits d'aération, des puits de lumière, à une époque où l'électricité n'existait pas, c'était important en cave, l'aération surtout. Et ça permettait aussi de sortir, il y avait des mécanismes de sortie des bouteilles. Ça tombe très bien que vous me parlez de cave. Est-ce que vous connaissez la cave au coquillage? Oui, J'imagine que oui. Oui. À Fleury-la-Rivière, une superbe cave, un bel endroit que j'ai vu en arrivant en Champagne.
Lors de ma découverte de cette belle région, on m'a vivement conseillé d'aller faire un tour à la cave aux coquillages. J'y ai fait l'étonnante rencontre de Patrice Legrand, le créateur du lieu. Vigneron de profession, cet homme est aussi un passionné de géologie et de fossiles. Alors là, ici, sous les vignes, pratiquement à fleur, hein, c'est des affleurements qu'on a autour du village. Et là, on s'enfonce vraiment dans le coteau. Donc on est à 2 mètres sous terre. Et là, au plus profond, dans nos galeries, nous sommes à moins 28 mètres. Alors là, vous êtes dans un petit village viticole qui s'appelle Fleury-la-Rivière, dans la vallée de la Marne. Outre son activité viticole, ce lieu-là est très réputé par la géologie, par un site paléontologique où on retrouve plein de fossiles qui témoignent de la présence d'une mer ancienne il y a 45 millions d'années. Et cette mer, qui faisait partie du bassin parisien, a laissé toute une sédimentation. Et le bassin parisien s'est rempli petit à petit de toute cette sédimentation. Donc là, on a un sable calcaire où on retrouve tous ces fossiles. C'est ce sable-là qui est réputé. Donc il y a à peu près une dizaine de mètres de ce sable où on retrouve plein de fossiles. On a un site même qui est réputé, qui est sur Cézanne. Il y a une pierre qui a été exploitée pour le bâti, qui s'appelle le travertin de Cézanne. Et la particularité du travertin de Cézanne, c'est qu'on retrouve beaucoup d'empreintes de feuilles. Et parmi ces empreintes de feuilles, on a même retrouvé de la feuille de vigne. Donc c'est très ancien, puisque c'est le début du tertiaire, c'est 60 millions d'années. Donc il y a 60 millions d'années, on avait, je pense, la première vigne qui existait. Et alors, moi je suis assez content parce que j'ai dans ma collection une feuille de Cézanne, une feuille de vigne, qui s'appelle Vitis cezanensis, et j'ai un exemplaire de cette feuille-là. Donc pour un viticulteur, avoir une feuille de vigne de 60 millions d'années, c'est quand même pas mal. Et on voit l'incidence de la géologie sur la vigne parce que selon le matériau dans lequel la vigne est plantée, on va avoir des vins complètement différents, quoi. Les fossiles se trouvent en cours de dissolution et en cours de dissolution, ça libère l'iode marin que les coquilles ont fixé à l'époque. Et l'iode est absorbé par les racines et ça nourrit donc le raisin et ces notes iodées se retrouvent dans le vin. Actuellement, on a un parcours visitable par le public de 250 mètres et on a des amorces de galeries à droite, à gauche qui nous permettent de faire des mises en scène et d'expliquer un petit peu toute cette histoire géologique. D'un loisir, au départ, cette recherche de fossiles, c'est devenu vraiment une activité parallèle à l'activité viticole. Et on voit que ces deux activités sont quand même étroitement liées parce que la géologie est vraiment prépondérante sur la culture de la vigne. Et alors de nos deux activités parallèles, on arrivait à faire un lien direct et c'est ce que l'on explique ici à la cave aux coquillages. C'est un petit peu ce sous-sol, cette géologie et ce travail de la vigne. Et avoir un site comme ça aussi riche, aussi spectaculaire chez soi, c'est vraiment un petit paradis, quoi. C'était Terre et Vigne en Champagne, à Ailly. Merci à la Maison Collet pour son accueil. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes.